Dans ces longues enfilades de couloirs vides, il règne un silence quasi monacal. Pourtant, en théorie, ce bâtiment administratif accueille des milliers de personnes. Nous sommes vendredi, il est à peine 15 heures. Personne. Personne. Bonjour, je cherche Monsieur Morin. C'est pas vous, hein? Non, je me suis trompée, excusez-moi. Au revoir. Monsieur Morin n'existe pas. C'est le prétexte que nous avons trouvé pour nous balader dans les couloirs de ce ministère. Personne. Nous n'avons aucune autorisation de tournage. Nous tournons en caméra discrète. Nous voulons vérifier si le vendredi en début d'après-midi, les fonctionnaires sont au travail. Ce jour-là, dans ce long couloir, 8 bureaux sur 10 sont vides. Il y a quelqu'un? Ah, bonjour, je cherche Monsieur Morin. Ouais, il y a personne dans les bureaux là. Non, mais Monsieur Morin, c'est pas au bureau des cabinets. Ah d'accord. Bon, excusez-moi. Au revoir. Cette administration qui tourne au ralenti le vendredi, c'est l'un des lieux de pouvoir de la République, le plus grand ministère de France, Bercy. Là où la politique économique du pays est élaborée. Sur les 4 étages du bâtiment que nous avons arpenté, c'est la même chose. Des couloirs déserts et des bureaux vides. Pendant près d'1 an, j'ai enquêté au sein de notre administration, qui peut parfois nous rendre fous. J'ai découvert un monde régi par des réglementations innombrables et souvent contradictoires. J'ai rencontré des Français harcelés, au bout du rouleau. Un jour, il va se passer un drame ici, ça va y aller au fusil. Donc je retrouve qu'il y a tellement des papiers et des papiers, c'est énervant, j'en ai marre. La connerie n'a pas de limite. J'ai infiltré notre service public pour savoir s'il remplissait sa mission. Et je me suis aperçue que parfois les dossiers étaient expédiés. Maintenant, ça fait 3 fois que je vous dis la même chose, maintenant je vais arrêter la conversation. Et je vous souhaite une bonne journée. Tu ne laisses pas parler. D'accord. Faut pas laisser entre bonne journée et le moment où tu raccroches. Ouais, donc faut raccrocher bien fermement. Enfin, j'ai poussé les portes de certaines institutions, installées dans des décors prestigieux, mais à l'efficacité parfois contestée. Quelqu'un qui réfléchit sur les mouches qui volent ou sur les lapins blancs, ça sert strictement à rien. Imaginez que demain on le supprime, on le verrait même pas. Bienvenue dans le monde très particulier de l'administration et des services de l'État. Ils sont partout. On les voit de plus en plus sur nos trottoirs et ils portent un drôle de nom. Eux, ce sont les potelets. Ils sont là pour empêcher les voitures de se garer n'importe où. Rien qu'à Paris, il y en a plus de 350 000. Je me suis demandé pourquoi il y en avait autant, de formes et de couleurs différentes. Et en cherchant un peu, j'ai appris que l'administration avait édicté une réglementation très pointue sur la taille du potelet. Au Mans, il y en a un que cela énerve particulièrement. C'est le maire, Jean-Claude Boulard. Alors, les potelets, voyons, ils ont changé. Mais ils sont différents de ceux qu'on avait. C'est pas les mêmes, hein. C'est encore des nouveaux potelets. On change la taille, la hauteur, la largeur, pas absurde. Que la loi et le règlement s'occupent de choses pareilles. Il y a quand même autre chose à faire. C'est ça la vraie question. L'important, c'est que ça soit solide. Alors là, ça l'est, quoi. Le vrai sujet d'une borne,
c'est que ça soit visible et solide. Alors on n'est pas besoin d'une loi et de réglementation pour savoir ça, non, faire une borne qui soit solide et visible. Ici, les potelets sont aux normes. Ils mesurent 1,10 m, font très précisément 6 cm de diamètre et ils ont une bande blanche de 10 cm exactement. Mais quelques rues plus loin... C'est ancien. Ils étaient bien aussi, vous voyez, voilà, ils sont plus petits. C'est ridicule, voilà. Voilà, ils sont plus petits. Ça fait quoi ? C'est des potelets aussi, ils sont plus petits. Et c'est bien le problème. Ils mesurent moins d'1,10 m et non pas la fameuse bande blanche. Si la ville du Mans devait changer tous ses potelets pour les mettre aux normes, cela coûterait près de 120 000 €. Une aberration pour Jean-Claude Boulard. Mais non, on va pas les changer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bien comme ça. Pourquoi vous voulez que je dépense de l'argent des contribuables pour changer? Pourtant, ils sont pas aux normes. Eh bien, ça fait rien. Eh ben, pour l'instant, on va pas les changer. À quoi ça rime de passer de ce potelet-là au potelet qu'on a vu tout à l'heure? Il a la même fonction, il a le même rôle. Pourquoi l'avoir changé? Si ce n'est parce qu'il y a un type dans un bureau qui a expliqué pour des raisons que je ne veux même pas connaître, il fallait changer une chose qui n'était pas à changer, c'est tout. Mais c'est la force de l'image. Montrer le potelet hier, le potelet demain, le potelet après-demain, il sera encore différent. C'est du gaspillage. Voilà. Allez, on y va, parce que là, on est mal garé. À chaque fois que les normes évoluent, certains se frottent les mains. Le plus souvent, ce sont les industriels. En l'espace de 5 ans, l'administration a déjà modifié 2 fois la réglementation sur les potelets. Éric Lenoir dirige l'une des plus grosses entreprises françaises de mobilier urbain. Donc là, c'est la laser tube qui sert à découper les tubes. Il fabrique plus de 120 000 potelets par an. Chaque ville peut choisir sa forme et sa couleur. En tout, il propose 150 modèles différents. Donc ça, c'est du Champs-Élysées. Ça, du potelet dit Trois-Gorges, qui équipe la ville de Rouen. Ça, du potelet Colonne, très simple, qui équipe un grand nombre de villes en France. Ça, le potelet Horizon, potelet Jupiter, tête-balle de golf pour les quais de Bordeaux. Il y a un grand nombre de modèles qui ne sont faits que pour une ville. Seulement voilà, ces potelets peuvent être des obstacles pour les personnes malvoyantes. Alors l'administration a imposé une norme en 2007. Les modèles originaux sont jugés trop petits, donc dangereux. Les villes ont donc l'obligation d'augmenter leur taille. Mais 5 ans plus tard, l'administration change d'avis. Elle abaisse la taille minimum de 10 cm et exige que la partie blanche soit plus importante sur certains modèles. Et la logique, elle est où dans ces changements de réglementation alors? Je ne sais pas. L'apport entre mettre le blanc jusqu'ici ou mettre le blanc jusqu'ici, On voit pas trop la différence. c'est pour les malvoyants, c'est normal, hein, mais même les malvoyants, je pense, ne voient pas trop la différence. Ouais. Et ce n'est pas tout. Même pour un professionnel comme lui, comprendre la réglementation sur les potelets relève du miracle. Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat ou entre 2 éléments de l'objet. Là, on conjecture sec. Hein. La valeur de 70% doit être recherchée lors de la mise en œuvre. Même pour vous, c'est un peu incompréhensible. Ben surtout pour moi, parce que les autres s'en foutent, mais moi, il faut que je le fasse. Hein. Loi, décret, arrêté, ordonnance, pas moins de 400 000 normes régissent la vie des collectivités. Les appliquer coûte extrêmement cher, près d'1,5 milliard d'euros chaque année. Cette avalanche de textes, Jean-Claude Boulard, le maire du Mans, la dénonce dans un rapport rendu en mars 2013. Il y recense les réglementations les plus absurdes. Le premier prix, il le décerne à un décret de 2011, obligeant les cantines scolaires à respecter des quantités au gramme près pour chaque portion d'aliments. Même les œufs sont réglementés. 1/4 pour les enfants en crèche, 1/2 pour les maternelles et 1 entier pour les primaires. Pour Jean-Claude Boulard, il est ridicule de perdre du temps à édicter de telles règles, qui de toute façon sont très difficiles à appliquer. Sur la 3e marche de son podium, il place les normes sismiques, imposées selon lui, dans des endroits où la terre ne tremble pas. Auparavant, seules les zones en couleur sur cette carte
qui avaient connu d'importants tremblements de terre, étaient considérées comme dangereuses. Et d'un seul coup, en 2010, c'est presque la moitié de la France qui est devenue potentiellement à risque. Pour faire face aux éventuels séismes, de nouvelles normes ont été imposées. Conséquence, le coût des constructions a augmenté de 1 à 5%. La ville de Jean-Claude Boulard, Le Mans, fait partie de ces nouvelles régions considérées à risque. Le maire ne comprend pas. Ici, le seul tremblement de terre ressenti date de 1814. La cathédrale, qui n'a jamais tremblé, la cathédrale romane et gothique, elle n'a pas les normes sismiques. Elle est là depuis 1000 ans, elle n'a jamais bougé. Puis surtout, à un moment où il y a moins d'argent, on n'a pas le droit de dépenser de l'argent inutilement. C'est plutôt ça, c'est même simplement ce truc. On nous rabat les oreilles sur les télés pour faire des économies. À l'autre bout de la France, ces normes ont conduit à une situation rocambolesque. Il y a 4 ans, ce petit coin des Vosges a été classé zone à risque de tremblement de terre modéré, ce qui a mis un frein à tous les projets du maire des Voivres, Michel Fournier. On a racheté 18 maisons. Tout ça, ça nous appartient. Le café, le machin, c'est un centre d'accueil. On a fait un hôtel rural, là. Et tout ça, on ne pourrait plus le refaire à l'heure actuelle par rapport aux normes nouvelles. Les normes nouvelles, c'est-à-dire anti-tremblement de terre. Voilà le site. Michel Fournier veut attirer de jeunes entrepreneurs en transformant cette vieille bâtisse en pépinière d'entreprise. Et l'application de la réglementation est ubuesque. Bizarrement, l'administration ne lui impose pas de normes sismiques pour la rénovation de la maison à gauche. En revanche, elle oblige le maire à appliquer ces normes sur la partie droite du bâtiment, l'ancienne grange, qui va être transformée en logement. On arrive dans une situation où les normes ne s'appliquent pas de la même façon dans une partie du bâtiment que dans les 4 autres parties. Et pourtant, c'est le même bâtiment. Autrement dit, le séisme va arriver. Il va se dire que je vais agir uniquement sous cette partie du bâtiment et pas sous la dernière. Que la connerie n'a pas de limite. La facture est salée. 30 000 €, rien que pour renforcer les fondations de la grange. Là, qu'est-ce qu'on vous impose? De recreuser, de passer sous cette pierre-là, de dégager sur le dessous de pierre, de couler du béton avec des tiges métalliques. Le risque que l'on a, c'est qu'on déstabilise, parce qu'on va creuser avec des engins, des marteaux-piqueurs. Ça peut être contre-productif, ça peut même être à la limite dangereux. Le comble, c'est que Michel Fournier va devoir aussi reconstruire une partie de la charpente, refaite il y a à peine 3 ans. Vous allez détruire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben, il y a des choses qui vont être détruites, oui, alors que c'est neuf, hein. Donc là, je ne sais pas le coût encore, hein. Parce qu'en plus de ça, ce chantier va durer 2 ans. Et dans les 2 ans... Les normes peuvent changer. Les normes peuvent changer. Et à ce moment-là, voilà, c'est usant. Le surcoût des travaux s'élève à près de 100 000 €. Monsieur le maire en veut à ces hauts fonctionnaires qui lui font jeter l'argent par les fenêtres en imposant des règles sans penser aux conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent quand même, hein, qui sont enfermés dans un bureau et qui pensent que c'est comme ça que ça doit se faire. Alors qui a décidé que sa paisible commune était devenue une zone à risque sismique? Pour le comprendre, il faut se rendre au bureau de recherche géologique et minière. Là, c'est bon, là, il a connecté la station. Ici, des sismologues étudient en permanence les moindres mouvements du sol. En l'espace de 20 ans, ils ont fait d'énormes progrès dans l'observation des séismes. Aujourd'hui, la technique leur permet de recenser les plus petites vibrations. C'est à partir de leurs nouvelles données que la carte des zones à risque a été modifiée. Ces nouvelles régions de risque faible à modéré, qui n'étaient pas avant considérées comme zone à risque, la probabilité qu'il y ait un séisme, c'est quel pourcentage? C'est encore des probabilités relativement faibles. Donc, en gros, on essaie de protéger les habitations pour un séisme qui aurait lieu à peu près tous les 500 ans. Ensuite, au niveau des règles de construction, c'est l'État qui est responsable. Ça, c'est plus notre responsabilité d'organisme scientifique. Pourquoi l'administration a-t-elle imposé des normes parasismiques dans des régions où le risque est aussi faible? N'a-t-elle pas un peu exagéré? Pour le savoir,
J'ai demandé un rendez-vous à la Direction générale de la prévention des risques majeurs, au ministère de l'écologie. Mais on m'a refusé l'interview. En partie à cause des nouvelles normes, le nombre de logements neufs est en chute libre. Alors l'État a décidé de faire machine arrière. Comme l'a annoncé le Premier ministre Manuel Valls dans son plan de relance du logement en août dernier. Nous devons accélérer et lever les blocages dans le secteur du logement. La première priorité, c'est de simplifier. Je pense également aux normes sismiques qui seront allégées. Par souci du risque zéro, l'État a parfois tendance à en faire trop. Mais dans certains cas, les lourdeurs de l'administration peuvent aboutir à des situations dangereuses pour les Français. C'est le cas dans le village de Charon, en Charente-Maritime. Cette petite commune de 2000 habitants est située à proximité de la mer. Pour qu'elle soit protégée, il faut construire une digue. Mais l'administration tarde à donner son feu vert. Contre l'avis de l'État, le maire du village, Jérémy Boisseau, a entrepris de réaliser lui-même un rempart en terre. La buse, là. On avait dit qu'on la faisait passer, il faut la refaire passer ici. Là, j'ai vu qu'on avait une traversée ici, là, en chemin. Jérémy Boisseau espère que cette petite digue permettra de protéger les habitants de la mer en cas de violentes tempêtes. N'ayant pas de réelle protection à offrir à ma population, j'estime être dans le droit pour pouvoir réaliser ces travaux dans l'urgence. Donc comme ça, l'eau s'arrête sur cette digue, ce qui préserve tous les espaces qui sont derrière nous. Il faut savoir que sur ce territoire, l'eau, c'est pas tous les 100 ans qu'on la voit. L'eau, c'est tous les 10 ans. Donc ça veut dire que j'ai plus que 6 ans devant moi pour réagir. Et il sait de quoi il parle. Il y a 4 ans, son village a vécu un désastre. Souvenez-vous, c'était en 2010. Dans la nuit du 27 février, la tempête Xynthia est d'une telle force que les vagues qu'elle provoque passent au-dessus des digues de protection. Poussée par le vent, la mer s'engouffre à l'intérieur des terres et inonde des centaines de maisons. Les habitants sont pris au piège. Parmi eux, Patrick et Nelly Robergeau. Vers 2h du matin, le couple est réveillé par le bruit de la tempête. En quelques minutes, l'eau envahit leur maison. Vous voyez que le niveau montait, et allez, hop, ça va. Moi, j'ai voulu aller voir direct, porte d'entrée. Il m'a dit non, 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 surtout pas. Et à ce moment-là, c'est là il m'a dit on va sortir par une fenêtre. Comme ça, et puis là, ouf, ah, c'était gelé un peu, hein. Alors là, il m'a dit méfie-toi, elle est très froide. Donc je me suis crispée, puis j'ai fait comme lui. Pareil, allez, hop, puis je l'ai attrapé doucement. Et puis voilà. Voilà, je sais qu'arrivé au niveau du portillon, je me suis dit, coûte que coûte, il faut que nos enfants gardent leurs parents. C'est comme ça. Patrick et Nelly s'en tirent sains et saufs. Mais sur l'ensemble de la région, une 50aine de personnes meurent noyées, dont 3 habitants de Charon. Depuis Xynthia, Patrick et Nelly n'ont plus beaucoup de voisins. Alors là, c'était chez monsieur et madame. Ici, oui. Puis il y avait une autre maison derrière dans le fond, qu'ils avaient partagé le terrain d'eux. À partir d'ici, jusqu'au port, toutes les maisons étaient supprimées. Au total, près de 180 maisons ont été rasées à Charon après la tempête, laissant place à d'immenses terrains vagues. Une partie de la commune a été classée en zone noire, où plus personne n'a le droit d'habiter. En créant cette zone d'exclusion, l'État a bien réagi. À l'ouest du village, une digue a même été reconstruite il y a 1 an. C'est ce rempart en terre de 5 mètres de haut. En revanche, les travaux de la digue nord, eux, sont au point mort depuis 4 ans, laissant le village sans protection. Patrick et Nelly habitent en bordure de la zone noire, au nord de Charon. Et ils vivent dans l'angoisse d'une nouvelle tempête.
Si un deuxième Xynthia revenait, avec la même puissance et tout, nous, on serait les premiers noyés. Ça, c'est sûr. Ben oui. Ça prendrait du temps. Dans le quartier, personne ne comprend les lenteurs de l'administration. J'en ai pas besoin de beaucoup. Mais ce qui m'agace, c'est que cette digue nord, ça démarre toujours pas. Elle est toujours envoyée aux calendes grecques. On se fout du monde. On aura le temps de se noyer. Vous avez le premier plan qui annule le deuxième qui... Ah, mais il faut le troisième. Hein, et parti de là, ça dure 20 ans. Hein. Vous trouvez ça trop long, vous? Un peu. Je pense que vous voulez blaguer. C'est une catastrophe, oui. Hein, on est vraiment dans un pays où alors, on se demande si on se fout du monde. On marche sur la tête. C'est sûr. Et le maire, vous le soutenez? Je vous dis, à 300%, oui, je le soutiens. Ah, alors. Au moins, il fait quelque chose. Un autre homme s'arrache les cheveux pour faire avancer ce dossier. Mais cette fois, dans la légalité. C'est le conseiller général de Charente-Maritime, Lionel Quillet. L'élu a proposé un tracé pour la fameuse digue nord. Mais l'administration n'a toujours pas validé son projet. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on a proposé. Donc le refus de validation de l'État, il est où pour l'instant? Donc il ne veut pas entendre parler des risques ici. Tout ce qui est en jaune. Il bloque là-dessus. Voilà, tout ce qui est en jaune et la digue nord. Voilà, la fameuse digue nord. Voilà. Donc Charon est là et la Vendée est là. Donc l'eau était rentrée ici un peu partout. Donc nous, on est arrivé au Conseil général Charente-Maritime en forçant la décision auprès de l'État d'obtenir l'autorisation de faire la digue ouest. Donc on est protégé. À l'ouest. Le seul problème, c'est que l'État ne veut absolument pas valider pour l'instant la digue nord, qu'il n'y a pas de protection au nord. Il y a une protection à l'ouest, donc si l'eau arrive, elle va rebondir ici. Comme là, il y a des digues présentes, elle va rebondir. Et elle va venir, bien entendu, pour faire prendre un risque majeur sur les populations. L'État veut tout maîtriser, veut tout valider, mais ne veut pas faire les travaux, ne veut pas les gérer et ne veut pas en prendre la responsabilité. Mais il veut le contrôler. Et, nous, on sait très bien. Surtout, l'État impose des réglementations très strictes en matière de digues. Elles sont d'une complexité à peine croyable. Alors ça, c'est le tableau extraordinaire. C'est le meilleur tableau qu'ont vu déjà 3 ministres. J'en suis à 4e ministre de l'Environnement. Ça, c'est la procédure pour faire une digue. Ceci est l'année 1, ceci est l'année 5, quand tout se passe bien. Donc là, il y a 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Vous partez d'ici dans les études, qui sont techniques environnementales, et tous les petits segments que vous avez là, c'est des allers-retours de validation. C'est à chaque fois 6 mois ou 1 an de procédure pour chacune de l'ensemble. Et des procédures à valider, il y en a plus d'une vingtaine. Compatibilité des plans locaux d'urbanisme, police de l'eau, archéologie préventive, maîtrise foncière, concertation interadministrative, protection de la réserve naturelle, monuments historiques. Et j'en passe. Enfin, quand on sera là, j'aurai 90 ans et mes charons sera toujours en risque. Pourquoi autant de procédures? Est-ce vraiment justifié? Je suis allée poser la question à celle qui est chargée de piloter le projet pour l'État, la préfète de la région Poitou-Charentes, Elisabeth Borne. Certains habitants ont parfois l'impression qu'on privilégie la procédure, les études environnementales à leur sécurité. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Construire une digue au hasard, ça peut aggraver un risque. Parce que, en pensant protéger certains habitants, on peut mettre en risque d'autres habitants. Les gens peuvent se dire, avant, tout était simple, on pouvait construire facilement. Bon, aujourd'hui, on prend en compte des enjeux qu'on ne prenait pas en compte par le passé. Des enjeux de risque, des enjeux de protection des espèces, des enjeux de sécurité des biens et des personnes. Tous ces enjeux demandent des mois de réflexion à l'administration. Mais certains sont plutôt farfelus, selon Lionel Quillet. On est en discussion dans certains endroits actuellement sur la couleur des pierres, sur l'enrochement. Puisque si ce sont des enrochements bleus de forte densité, c'est admis par l'État, mais ce n'est pas admis par l'environnement qui considère que c'est une atteinte au paysage. On discute de la couleur des pierres et on met des fois 3 mois à avoir la réponse. Il va falloir quoi? Attendre qu'un événement et attendre qu'il y ait des morts ou qu'il y ait des blessés pour que tout le monde se mobilise? C'est pas une réponse. La préfète le reconnaît. Il est urgent d'accélérer les procédures. Il faut réfléchir vraiment à revoir notre législation et notre réglementation. On ne soit pas obligé de faire un enjeu, un dossier. C'est un peu épuisant pour les gens, quoi. Curieusement, il y a un dossier sur lequel l'administration n'a pas perdu de temps. Le maire de Charon a reçu un arrêté préfectoral lui ordonnant de stopper immédiatement les travaux, dès les premiers coups de pelleteuse.
Le plus fou dans cette histoire, c'est que si la prochaine tempête fait encore des victimes, c'est lui qui pourrait être poursuivi en tant que maire. Je serai condamné pour avoir protégé un territoire et non pour avoir laissé faire les choses et encore subir une nouvelle catastrophe sur ce territoire. Si vous n'avez rien à vous reprocher, à un moment donné, de toute manière, les choses vous seront, en tout cas je le pense, vous seront rendues. Malgré l'interdiction de la préfecture, le maire a fini par terminer sa digue. Cela a coûté près de 120 000 € à la commune. Jugée illégale par le tribunal administratif de Poitiers, cette digue pourrait être détruite. Même quand il s'agit d'aider les personnes en difficulté, comme les 2,5 millions de bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, les absurdités du système ont de quoi décourager. En Bretagne, Aurélie vit dans l'angoisse tous les mois. Ses 440 € de RSA lui sont rarement versés en intégralité. Il manque toujours une soixantaine d'euros et son compte en banque frôle le rouge. Là, aujourd'hui, on est le 12 et il me reste 57,77 €. Donc ça veut dire que s'il ne me verse pas rapidement mes 60 €, il me restera que 57 € pour faire tout le mois, jusqu'au 6 du mois prochain. Ça veut dire encore 3 semaines. Sachant que j'ai rien à manger dans mon frigo, donc ça va être compliqué, on va dire. Là, vous avez besoin vraiment de cet argent? Là, j'ai vraiment besoin de l'argent qui m'est dû, quoi, tout simplement. Parce que là, c'est même plus une question de... Là, c'est une question de survie. Ses ennuis commencent il y a 1 an et demi, quand elle perd son emploi d'ouvrière en usine. Une fois ses droits au chômage épuisés, elle touche alors le RSA. Et l'État a bien fait les choses. Aurélie a normalement le droit de cumuler ses 440 € d'allocation avec un petit boulot en intérim. Mais tous les mois, l'administration la décourage d'aller travailler en lui réclamant de l'argent. Et voilà, il m'envoie une lettre type. La première que j'ai reçue, c'est au mois de février. Il apparaît après calcul que pour le revenu de solidarité active, vous nous devez 78,76 €. Le dernier en date qui m'a vraiment fait hurler, c'est celui-ci, c'est celui du 19 avril, où là, il me demande directement 241,66 €. Donc pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Pour comprendre ce qu'il se passe, Aurélie se rend dans sa caisse d'allocation familiale. Je l'y accompagne en caméra cachée. La jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Bonjour. Je viens vous voir en fait parce que j'aimerais faire un point sur mon dossier. Il reste en dette, entre guillemets, 181,16. Non, mais c'est ça le truc, c'est que je vous dois pas cet argent-là. J'aimerais bien faire un point sur mon dossier déjà pour ça et aussi pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de travailler et que je fais des heures, ça fout le bordel dans mon dossier. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu... Merci beaucoup. La dame de l'accueil ne comprend pas non plus. Aurélie va être reçue par une conseillère. J'en peux plus. Je te jure, des fois, j'en peux plus. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est en devenir dingue, quoi. Bonjour. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai quand même reçu ces courriers-là. Donc, dans l'ordre. Et là, la conseillère lui fait une révélation surprenante. Pour avoir le droit de cumuler ses salaires avec l'intégralité de son RSA, Aurélie ne doit pas travailler le dernier jour du mois. C'est une histoire de date. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que si je travaille, mettons, du lundi 6 jusqu'au 20 ou jusqu'au 24, Tu peux pas cumuler. je peux cumuler. Oui. Je peux cumuler. Mais si je travaille le 31, je peux pas cumuler. Voilà. Et pourquoi donc? C'est la loi. C'est la loi. D'accord. Ok. En fait, s'il n'y a pas d'activité au dernier jour du mois, on peut cumuler, c'est ça? Ouais. Mais par contre, vous pouvez ne pas travailler du 1er au 30 et travailler le 31, puis là, c'est mort. Hein. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. D'accord. C'est comme ça. Une règle absurde, à laquelle vient s'ajouter un problème informatique. En tant que bénéficiaire du RSA, Aurélie doit déclarer ses revenus à la CAF, mais aussi à Pôle emploi. Sur la déclaration qu'elle remplit sur Internet, on lui demande si elle a travaillé dans le mois. Si elle répond oui, elle doit alors inscrire le nombre d'heures et son salaire. Mais il n'y a aucune case pour mentionner les jours travaillés. Par défaut, Pôle emploi considère qu'elle a eu une activité tous les jours du mois, et donc le dernier. L'organisme en informe la CAF, qui lui réclame alors de l'argent.
Donc à chaque fois sur votre dossier, je vois que ça, il n'y a que des trop perçus sur votre dossier à cause de ça. À cause du Pôle emploi, d'accord. Surtout que c'est avec l'échange Pôle emploi et CAF, quoi. Et effectivement... Oui, bah oui, du coup, ça c'est des courriers envoyés automatiquement. C'est des courriers automatiques. Donc ne vous inquiétez pas. Donc là, les 60,50 € qui vous avaient été prélevés vous sont reversés. Impeccable. D'accord. J'ai compris sur tout ce qui se passe dans mon dossier, quoi. Enfin. Voilà. Merci. Au revoir. Bon, ben... Ouais, soulagée, ouais. Soulagée, mais Aurélie le sait, à chaque fois qu'elle retravaillera, le problème se reposera. C'est à moi d'aller voir, de faire la démarche et de dire écoutez, non, je n'ai pas travaillé le 31. Donc, ouais, c'est vraiment. C'est épuisant. Ça pousse à se dire bon, bah, puisque c'est comme ça, je reste à la maison, quoi. Le système du RSA est tellement complexe que près de la moitié de ceux qui ont droit à cette allocation n'en font pas la demande. Mais que se passe-t-il lorsqu'on n'a pas d'autre choix que d'être affilié à une agence d'État qui déraille? Depuis 6 ans, des millions de Français sont les otages d'une réforme lancée à la va-vite. Ce bâtiment administratif cristallise toute la colère des petits chefs d'entreprise de la région Poitou-Charentes. Allez, vite. L'équipe 1, là, vite. Dépêche-toi, on va se faire griller, ils vont fermer les portes. Allez, on y va, gars. Ce groupe d'artisans et de commerçants s'apprête à le prendre d'assaut. Allez, équipe 1, 2, 3, et vous criez dans le couloir au feu, là. Allez, hop. Allez, go. Depuis 3 ans, Pascal, peintre en bâtiment, ne cesse de dénoncer les dysfonctionnements de l'administration. Voilà, nickel. Au feu! Et aujourd'hui, lui et ses collègues n'en peuvent plus. Ceci n'est pas un exercice! Allez! C'est l'association Sauvons nos entreprises, on prend le lieu du bâtiment. Attendez. C'est pas après le personnel qu'on en a, on veut le bâtiment. Non, allez. C'est pas après vous que j'en ai. On n'avait rien à faire ici. On veut pas vous faire de mal. Ce qu'on veut, c'est de mal à personne. La direction. Monsieur, écoutez, essayez d'être tolérant. On demande est-ce que vous sortez. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on n'est pas violents. Appelez la police, plutôt. Ouais, appelez la police, ouais. Ce bâtiment qu'ils envahissent est celui du RSI, le régime social des indépendants, leur sécurité sociale. Ces petits patrons l'accusent de mauvaise gestion, ce qui mettrait en danger leurs entreprises. Je suis prêt à prendre 20 ans de cabane, mais un jour il va se passer un drame ici, ça va y aller au fusil. Si c'est pas moi, c'est un gars. Moi j'ai eu 2 gars qui étaient prêts à venir avec des fusils quand même. Un jour ou l'autre, il va se passer un truc qui va être complètement catastrophique. Alors aujourd'hui, il n'y a personne de performant au RSI. Le RSI assure la protection sociale des travailleurs non salariés. Bouchers, coiffeurs, plombiers, avocats, petits chefs d'entreprise. 6 millions de personnes y sont affiliées, soit 1 Français sur 10. Nombreux sont ceux à crier au scandale, car depuis des années, l'organisme multiplie les dysfonctionnements. Certains se retrouvent avec des sommes incompréhensibles à payer et sont harcelés par les huissiers. D'autres ne sont plus couverts par l'assurance maladie. Quant aux retraites, elles tardent à être versées. Alors pourquoi de tels cafouillages à la Sécu des indépendants? Dans le nord de la France, une petite commerçante est au bord de la crise de nerfs. Amandine tient le seul bar de ce village du Nord-Pas-de-Calais. Elle n'a pas participé à l'assaut du bâtiment de la Sécu, car elle n'a pas les moyens de perdre une journée de travail. Un blanc. Ce commerce, c'est toute sa vie. Elle y travaille 70 heures par semaine. Ah oui, j'aime mon métier, j'aime mon métier. Déjà, quand j'étais plus jeune, j'ai eu à peu près 18 ans, je faisais des remplacements à Bouzy dans les cafés à Bouzy. Bon, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours plu. À ta santé. Lorsqu'elle a débuté, elle n'imaginait pas que sa sécurité sociale lui causerait tant de problèmes, au point de lui faire fermer boutique. Je me donne 6 mois. Si ça va pas, on va tout stopper, puis c'est tout. On peut pas continuer comme ça. Pourtant, c'est un commerce qui marche. Pourtant. Chaque trimestre, Amandine verse des cotisations pour avoir droit à une assurance maladie, percevoir des allocations familiales et plus tard une retraite. Voilà, donc il me réclame. Mais rien ne fonctionne normalement.
Alors, mes premiers problèmes sont apparus en 2011. J'ai reçu un petit courrier en me disant que je n'avais pas assez payé de cotisations et on me dit que c'est à cause des difficultés informatiques. Des difficultés informatiques n'ont pas permis l'appel de toutes les cotisations et contributions sociales personnelles. Nos services procèdent actuellement à la régularisation des cotisations manquantes depuis le 1er janvier 2008. Une erreur de l'administration qui coûte cher à Amandine. La jeune femme gagne à peine 1 000 € par mois et sa sécu lui demande de régler 3 années d'arriérés d'un seul coup. Il me réclame 16 000 €. Ça, c'est pas possible pour vous de payer. C'est impossible, j'ai pas les moyens de payer. Heureusement que j'ai mon mari qui travaille, heureusement, parce que sinon, je pourrais pas m'en sortir. C'est impossible, impossible. Pourquoi ces appels de cotisation avec des années de retard? C'est ce que je suis allée demander au directeur de la caisse RSI d'Île-de-France, Jean-François Daudet. Ce qu'il me révèle est à peine croyable. Messieurs, dames, bonjour. Au départ, l'administration avait décidé de bien faire les choses. En 2008, elle décide de regrouper les fichiers des caisses de retraite, d'assurance maladie et des URSSAF au sein d'une seule entité, le RSI. Le but, créer un interlocuteur unique pour simplifier les démarches administratives des artisans et des commerçants. Mais il va y avoir plusieurs problèmes. La réforme a été lancée trop rapidement, alors que les réseaux n'étaient pas prêts. On l'avait dit, mais bon, il y a eu à un moment donné un top de... Pourquoi ça a été fait comme ça? Parce que la loi avait été votée et qu'à un moment donné, les pouvoirs publics ont dit il faut y aller. Donc on avait fait un certain nombre... Vous aviez alerté à l'époque? Oui, on avait alerté, oui, puisqu'on savait qu'on n'était pas prêts. Mais voilà, elle était lancée et il y avait un certain nombre de processus informatiques qui n'ont pas fonctionné. Mais vraiment pas fonctionné du tout. Résultat, au moment de la fusion des fichiers, des données se perdent. Lorsque la fusion des 3 fichiers a été faite, il y a une partie qui n'a pas été fusionnée. Et donc effectivement, en 2011-2012, des gens ont reçu des avis d'appel rétroactifs sur plusieurs années, alors que pour la plupart, ils ne s'y attendaient pas. Selon le directeur de la caisse, ces problèmes font partie du passé. Les dysfonctionnements sont derrière nous. Aujourd'hui, il n'y a aucun dossier qu'on ne peut pas régler. On peut régler tous les dossiers. Mais est-ce vraiment le cas? Dans le Nord-Pas-de-Calais, Amandine est loin d'être sortie d'affaires. La jeune femme a réglé les 16 000 € que lui réclamait sa sécurité sociale. Maintenant, elle n'a plus un sou en poche. Mais elle vient de recevoir un nouveau rappel de cotisation incompréhensible. Alors je retrouve, parce qu'il y a tellement des papiers et des papiers. Je reçois un courrier qui me dit je dois encore 3 595 €. Pour quelles années? 2010 et 2011. Je pensais être tranquille, et ben non, ça recommence. Ça n'en finit jamais? Ça n'en finit jamais. Jamais. Jamais, jamais. Je vais essayer de les appeler pour comprendre, savoir un petit peu à quoi ça correspond et pourquoi autant de temps après. C'est pas logique, hein. C'est pas logique. Après le bip sonore, l'appel sera facturé 6 centimes la minute, plus un coût depuis un mobile. Bonjour, vous êtes en relation avec votre caisse RSI. C'est long. Très long. 3 minutes 12. S'il y a quelqu'un qui décroche, ce sera déjà bien. Environ. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai reçu un appel de cotisation concernant des années 2010 et 2011 et je comprends pas pourquoi j'ai ça à l'heure actuelle. Dans les cotisations pour les allocations familiales. Ouais, mais comment ça se fait que j'ai seulement ça maintenant? On est en 2014. Attendez, je vais regarder. Il faudrait que vous fassiez un courrier, madame, et puis vous contestez les sommes qui vous sont réclamées. Vous joignez les copies de vos documents. Ouais. Et vous demandez qu'on revoie le calcul de vos cotisations. Ouais, parce que là, c'est pas normal quand même. Ouais. Je comprends pas du tout, là. Bon, à mon niveau, je saurais pas vous expliquer. D'accord. Bon, bah voilà, madame. Merci en tout cas. Même eux, ils sont même pas sûrs d'eux, sur ce qu'ils envoient. Donc, je suis sûre, ils envoient des appels de cotisation, ils vérifient même pas avant. Ils vérifient pas avant, c'est pas possible autrement. Amandine le sait. Le temps que son dossier soit traité, elle aura déjà reçu la visite d'un huissier. Comme cela lui est déjà arrivé plusieurs fois. Alors elle décide de rappeler l'organisme. Mais cela va encore plus l'angoisser. Alors, vous avez reçu des relances de quel montant? Attendez, de 3 595 € pour les années 2010 et 2011.
Bah là, j'ai encore d'autres périodes puisque j'ai 2009, 2010, 2011. Donc après 2010, 2011, effectivement, ça va faire les 3000, mais il y a également 2009, les règlements n'ont pas été effectués pendant 3 périodes, 3 années. Ouais, non, mais là, il y a un gros souci quand même, parce qu'un échéancier a été établi et j'ai fini de payer. Oui. J'ai demandé au gestionnaire donc de revenir vers vous. Je relance pour qu'on puisse vous recontacter au plus vite. Hein. Oui, je tiens votre appel. Hein. Tout à fait, mais n'hésitez pas à revenir vers nous entre 8h et 18h30 du lundi au vendredi. Je suis transféré immédiatement. Bon, ok. Bon. J'attends votre appel. Hein. Merci. Tout à fait. Au revoir. C'est toujours comme ça? C'est de mieux en mieux en tout cas. On me réclame 2008-2009 en plus là ce coup-ci. Vous n'avez pas prévu? Non, bah non, c'est 2010-2011. Et en fait, il y aura encore d'autres années que vous n'auriez pas réglées. C'est impossible. Ils vont revenir 20 ans en arrière aussi, non? C'est pas possible. Je vais devenir fou, Je suis énervée là. Et il y a de quoi. Cette fois-ci, on lui réclame près de 6 000 €. Ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. La situation est ubuesque. Amandine a toujours réglé les cotisations qu'on lui réclamait. Où est-ce qu'il est? Elle décide de passer un 3e coup de téléphone, toujours au même numéro. Et là, elle va tomber des nues. Allô? Ouais, là, je comprends rien du tout, là. Donc, j'ai pas de dette, on est bien d'accord. Je suis à 0, là. Moi, la lecture de votre dossier, j'ai qu'un délai de paiement, mais j'ai pas de dette, effectivement. Après, je peux pas vous garantir que c'est des taxes, des choses. Moi, c'est par rapport à ce que je vois dans l'immédiat. C'est compliqué. Bon, merci monsieur. C'est compliqué de trouver quelqu'un de correct dans ces services-là, vous savez. Puis qui s'occupe de vous. Vous avez l'impression qu'on s'occupe pas de vous? Non, on est laissé, on s'en fout. C'est énervant, j'en ai marre. Franchement. Bon, après, s'il faut se battre comme ça pour pas payer derrière, pourquoi pas, mais bon, c'est pas normal. 3 appels, 3 sons de cloche différents. À quelle version se fier? Pourquoi personne n'est capable de lui répondre avec certitude? Chaque caisse RSI possède une plateforme téléphonique pour répondre aux réclamations. En Île-de-France, le directeur a accepté de me montrer la sienne. Là, vous avez la plateforme téléphonique de la caisse, donc où il y a des opérateurs téléphoniques. La majorité sont des gens qui font que ça, donc c'est le métier. C'est vraiment, en tout cas pour la caisse de Paris, des gens qui sont en CDI. Les 12 conseillers de cette plateforme ont suivi une formation spéciale d'1 semaine. Alors je vous écoute, monsieur, pour votre numéro de sécurité sociale. C'est à quel sujet, madame? Je peux peut-être vous renseigner? Surtout, ils sont surveillés en permanence. C'est Julien, ça. Donc, Julien René Correc, qui est le superviseur de la plateforme, donc il a un système qu'il peut vous montrer où il voit le flux téléphonique. Grâce à un système de double écoute, Julien est chargé de veiller à la qualité des réponses des opérateurs. Est-ce que vous pouvez me confirmer l'adresse, s'il vous plaît? Si jamais il y a quelque chose qui se passe ou une information qui est erronée, ce qui peut arriver, j'interviens directement auprès de la personne en lui disant voilà, de mettre l'assuré en attente et je lui explique ce qu'elle aurait dû dire ou ce qu'il faudrait dire. Les conseillers ont accès à tous les dossiers des assurés et répondent en fonction des informations qui apparaissent sur leurs écrans. Le directeur de la caisse assure qu'ici, on n'expédie personne. On prend le temps de répondre à chaque demande. L'idée, c'est de traiter la demande de l'assuré. Maltraiter les gens, c'est pas un bon investissement. Parce que de toute façon, vous le payez à un moment donné. Alors pourquoi les 3 conseillers joints par Amandine ont-ils donné 3 réponses différentes? Tous nos conseillers sont en ligne. Nous vous remercions de bien vouloir appeler ultérieurement. En fait, quand toutes les plateformes du RSI sont saturées, les appels sont transférés vers une entreprise sous-traitante. Cette société privée a-t-elle la même exigence de qualité que le service public? Pour le savoir, j'ai fait une demande de tournage au sein de cette entreprise, mais elle m'a été refusée. Alors j'ai décidé de m'y faire embaucher comme conseillère. Avant de répondre aux appels, je dois suivre une formation d'1 jour et demi seulement, alors que celle du RSI dure 1 semaine. Bonjour à tous. Nous sommes une dizaine à avoir été recrutés, tous de profils différents. Aucun diplôme n'est requis, nous sommes payés au SMIC. Ce matin, ça va être un peu chiant et un peu rébarbatif parce que on va faire que de la théorie. Et donc nous, en fait, on est le RSI.
Le RSI, c'est le régime social des indépendants. Dès les premières minutes, je m'aperçois que la formatrice a de sérieuses lacunes. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'URSSAF? L'URSSAF, c'est l'union de... Non, recouvrement. De recouvrement. Moi, je sais plus ce que ça veut dire. Elle nous explique sommairement le fonctionnement du RSI. Mais je me rends compte très vite qu'on nous demande surtout d'être rentable. Le plus important n'est pas de bien répondre, mais de suivre à la lettre la procédure. D'accord. Donc le schéma d'appel, c'est quoi? C'est vous décrochez votre téléphone, nom, prénom, bonjour. Ensuite, vous demandez le numéro de sécurité sociale, enfin, vous dites je vous écoute. Le cotisant vous pose sa question, vous lui répondez et vous personnalisez. Personnaliser, c'est-à-dire répéter son nom. Et donc ensuite, les deux dernières phrases, ai-je bien répondu à votre question? Celle-là, vous verrez que c'est pas tout le temps très facile de la dire. Et ensuite, la dernière phrase, c'est nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Effectivement, cette phrase, Amandine l'a entendue plusieurs fois. Tout à fait, mais n'hésitez pas à revenir vers nous entre 8h et 18h30 du lundi au vendredi. Je suis transmet immédiatement. Et, enfin, après, il faut une phrase genre je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Excusez-moi, l'appel peut rester combien de temps? La DMC, la durée moyenne de communication, elle est de 3 minutes 30. D'accord. On sait très bien que vous n'arriverez pas à 3 minutes 30 dès le début. Mais à terme, il faut que ce soit 3 minutes 30. Il faut être à 13 appels de l'heure, normalement, parce qu'en fait, on est payé à l'appel qu'on prend. Et donc, c'est rentable. Plus on prend d'appels, plus on est payé. D'accord. Le but, c'est d'être directif. Et surtout pas lui demander s'il a d'autres questions. Non, voilà, surtout ça, oui. En clair, je vais devoir répondre à un maximum d'appels pour faire gagner de l'argent à l'entreprise. Peu importe la qualité de mes réponses. Et si la personne, elle est très énervée, qu'elle a déjà téléphoné, donc là aussi on l'expédie. Ouais, voilà. On cherche pas. Ouais. Bah, en même temps, qu'est-ce que tu veux lui dire de plus? Bah oui, justement. Mais vous lui dites, nous sommes ouverts de 8h à 18h30 si jamais vous avez d'autres questions. Après la théorie, place à la pratique. La formatrice nous emmène sur la plateforme téléphonique. Elle nous montre brièvement le fonctionnement du logiciel qui nous permet d'accéder à tous les dossiers. Ok, donc là tout le monde est dans coordonnées bancaires. C'est bon pour tout le monde? Difficile de tout intégrer en si peu de temps. Le logiciel est complexe. À demain? À demain. Pourtant, dès le lendemain, je vais devoir répondre à mes premiers appels. Salut, ouais, ça va et vous? Et je ne suis pas la seule à avoir des doutes sur ma capacité à gérer les dossiers. D'attaque? Vous vous sentez d'attaque? Pas dire stressé, mais faut voir comment ça se passe sur le téléphone. C'est pas simple, je trouve. Hein. Ouais, voilà, c'est le logiciel, il y a trop de trucs dessus. Sur la plateforme, nous sommes une quarantaine de conseillers. Bonjour. Ça va? Oui. Vous vous loguez, ensuite vous prenez les appels et si vous avez des questions, vous m'appelez. Ça marche? D'accord. Il est 9h, donc c'est parti. C'est parti. Ah, et donc là c'est bon. Et je réponds là. Hein. Ouais. Bonjour. Alors je vous demande quelques petits instants. Est-ce que je peux avoir votre numéro de sécurité sociale, s'il vous plaît? Mes débuts sont un peu laborieux. Ouais, j'arrive pas à vous trouver. Je vais reprendre. On reprend depuis le début. 2. Au bout du fil, la dame commence à s'énerver. Cela fait plusieurs fois qu'elle appelle. Et elle n'apparaît jamais dans le fichier. Alors je vous trouve pas. Vous allez aller où? Vous m'entendez, madame? Madame? Exaspérée, elle vient de me raccrocher au nez. Allô? Mon voisin, lui, t'as toujours pas passé d'appel? N'est pas en meilleure posture. Je crois qu'il y a sur le mauvais bouton. Ah oui. Bah, ça arrive. Hein. Deuxième appel de la matinée. Bonjour, est-ce que je peux avoir votre numéro de sécurité sociale, s'il vous plaît? Très bien, madame. En quoi est-ce que je peux vous aider? Cette fois,
C'est une chef d'entreprise qui s'étonne de ne pas avoir reçu d'appel à cotisation. Oui, théoriquement, vous devez le recevoir en octobre, voilà, exact, pour le payer le 4e trimestre. Là, je ne sais pas ce qui a pu se passer. En tout cas, effectivement, je pense que ce serait bien de faire une estimation. Comme je ne trouve pas la réponse dans le dossier, je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Mon ton est trop hésitant. L'un des superviseurs m'en fait la remarque. Quand tu dis je pense et tout ça, c'est des signes qui lui envoient que t'es pas sûr de ce Ah que oui, d'accord. Pas bon. Oui, d'accord. C'est directive. D'accord. Et donc si tu plantes, ouais, c'est pas grave. Catégorie qu'on pense. Ouais, il faut pas montrer qu'on doute en fait. Même si on n'est pas sûr, on est Parce que déjà, ton appel va durer. Ouais. Ton appel va durer parce que voilà, t'es cible, t'es sympa, donc le cotisant. Il s'engouffre. Ouais. Sauf que nous, de l'autre côté, on va dire. Ils vont faire des signaux en disant trop long. D'accord. Donc ne pense pas, sois catégorique quand tu fais. Voilà, c'est juste ça que j'ai. Mais difficile d'être catégorique quand les gens se plaignent à juste titre d'erreurs du RSI. On vous doit 1 511 €, c'est ça? Ce qui n'est pas normal, effectivement. Oui, donc il y a un peu un cafouillage. La plupart du temps, ils ont déjà envoyé un courrier de réclamation. Mais ce que je peux faire, vous avez écrit pour ça ou pas? Des lettres recommandées? Oui. Et ce n'est pas non plus leur premier appel. Vous aviez déjà appelé, c'est ce qu'on vous avait dit de faire, d'accord. On vous a jamais répondu. Je comprends bien, oui, je comprends bien. Les assurés sont souvent énervés. Je suis impuissante. La seule chose que je peux faire pour eux, c'est transmettre leurs demandes à un gestionnaire de compte. C'est lui qui est chargé ensuite de traiter le dossier. Ce que je peux faire, en fait, c'est écrire un mail en fait, au gestionnaire de votre compte. On vous l'a déjà dit. Et quand je tombe sur quelqu'un de désespéré, j'ai bien du mal à mettre fin à la communication. Combien? 5 895 € qu'on vous doit. Et c'est la 11e fois que vous appelez? D'accord. Et donc vous attendez qu'on vous rappelle? Oui, ou qu'on vous rembourse tout court, j'imagine. Parce que là, vous êtes dans quelle situation, madame? Cette dame attend que le RSI lui rembourse les 6 000 € qu'il lui doit. Une somme dont elle a besoin urgemment. Non, je sais bien, madame, je sais bien. Malheureusement, je ne suis pas du tout en mesure de vous dire le délai. Comme je ne peux pas traiter moi-même les dossiers, mon rôle se réduit à écouter les gens. Je comprends, madame, mais écoutez, sachez voilà, que moi, je fais tout ce que je peux faire, tout ce qui est en mon pouvoir. Je tente alors de ressortir la fameuse phrase, si difficile à placer. J'espère que j'ai quand même bien répondu à votre demande. Et si vraiment vous n'avez pas de nouvelles, n'hésitez pas à difficile, nous rappeler, car souvent je n'ai aucune réponse à leur donner. Voilà. Au revoir. Je peux prendre ma pause, 10 minutes de repos, mais pas le temps de souffler. Un superviseur me rappelle à l'ordre. Mes appels sont beaucoup trop longs. Non, et c'est dur en fait de raccrocher. Parce que ouais, j'ai vu 20-25 minutes. Par appel? Là, c'est celui-ci? Ouais. Ah, c'est trop long? Ah. Ouais. L'idéal, oui, c'était 3 minutes, ce qu'on vous avait dit. C'était 3:30, l'idéal. Ouais. Bien évidemment, quand vous c'est trop. de les reconduire. En fait, comment on fait dans ce cas-là pour essayer d'écourter un peu? Écourter, c'est je transmets au gestionnaire de compte qui vous recontactera pour faire le point. Pas hésiter à dire que tu es conseillère, nationale, qu'effectivement il te manque des élèves pour pouvoir et qu'on est là de 8h à 12h. Par exemple, clôturer avec ça, ça sort bien la tête. Gestionnaire, nous sommes joignables. Quand tu vas au bout de 2 minutes 45, tu ne maîtrises pas l'appel, je remonte l'information de gestionnaire. D'accord. Ça évite de... Ces automatismes, je vais m'en rendre compte, tous les conseillers chevronnés les appliquent. Et ils ont même d'autres techniques scandaleuses pour raccourcir le temps d'appel. Tu travailles pour RSI aussi? Oui. Depuis longtemps? 2 ans, ouais. Ah, 2 ans? Ah oui. Ça vient d'arriver? Ouais, c'est le premier jour là. Moi j'ai vachement de mal à mettre 3 minutes quoi. Mes appels ils durent 20 minutes. Et comment vous faites pour abréger Maintenant ça fait 3 fois que je dis la même chose, maintenant je vais arrêter la conversation. Et je vous souhaite une bonne journée. Tu ne laisses pas parler. D'accord. Faut pas laisser entre bonne journée et le moment où tu raccroches. Ouais, donc faut raccrocher bien fermement. Pareil pour les remboursements, tu te prends pas la tête, tu fais remonter l'information au gestionnaire de compte, de toute façon tu peux rien faire. Comme je le dis à chaque fois au micro avec qui je parle, c'est la quantité avant la qualité. Ah c'est ça vraiment? C'est-à-dire que par exemple si toi tu prends, je sais pas moi, 10 appels de l'heure mais que tu réponds super bien et que lui prend 17 appels de l'heure mais il leur répond n'importe quoi,
Ils préfèrent... Ils doivent renouveler un de vous deux, on préfère le renouveler lui. Même s'il dit des conneries de cotisants, au moins il ramène des sous à la boîte. C'est vrai? Oui. Pour te donner un exemple, t'en as, ils sont là depuis longtemps, ils racontent des conneries aux cotisants, mais ils prennent beaucoup d'appels dans la journée. C'est un organisme particulier. Ah ouais. Ah, tu comprendras donc dans 2 semaines, je pense. Hein. Bon, ben, je vais retourner travailler. Des conseils révoltants. Mais si je veux garder mon poste, je suis obligée de les appliquer scrupuleusement. Bonjour, est-ce que je peux avoir votre numéro de sécurité sociale? J'enchaîne les formules clés. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Madame. Bonjour, est-ce que je peux avoir votre numéro de sécurité sociale? Donc ça n'avait peut-être pas été pris en compte en fait au niveau envoyer un message. C'est moi, j'espère que j'ai bien bonne journée. Je ne cesse d'envoyer des messages au fameux gestionnaire de compte. Je vais envoyer un message au gestionnaire de votre compte. Qui doit crouler sous les mails. Si vous avez d'autres questions. Merci madame. Mais ces réclamations sont-elles vraiment traitées? Impossible à savoir. 4,55. Mon temps d'appel, en tout cas, diminue comme peau de chagrin. 2,42. Ah, je m'améliore quand même. Par rapport à 20 minutes. Tandis que j'augmente ma performance au détriment de la qualité de mes réponses, mon voisin, lui, est pris d'un doute. Ouais. Quand on demande ces chiffres-là, Ouais. toi tu donnes cela ou tu donnes cela? Moi je donne toujours cela. Non, les cotisations, c'est à droite. Ça là? Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut donner, ce chiffre-là. Ouais. Non, ça, c'est la régule. C'est marqué au-dessus. Hein. Règle. Ça, c'est la régule. D'accord. C'est le total. Je serai jamais comptable. Hein? Je serai jamais comptable. Je me rends compte que depuis le début de la journée, il se trompe dans les montants qu'il transmet aux cotisants. Cela peut prêter à sourire, mais parfois, l'incompétence de certains employés peut conduire à des situations dramatiques. Il y a encore quelques mois, Rémi tenait un bar à vin sur l'île de Ré, mais il a dû mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, il vit du RSA et habite dans un logement social avec sa femme Alexandra et son fils Mathias. Leur aventure démarre en novembre 2011. Alors ça c'est l'extérieur, c'était la pause de l'enseigne, donc c'est mon fils et ma fille qui sont devant parce que c'était la fête. Mais la fête n'a pas duré. Leur chiffre d'affaires peine à décoller et pour ne rien arranger, dès l'année suivante, leur sécurité sociale leur réclame 4 sommes différentes pour leur cotisation annuelle. Vous voyez, ici, pour la somme de 5 986 €, toujours 2012, vous avez 2 969 €, toujours 2012 et à mon nom, vous avez 5 800 €, et toujours à mon nom, le quatrième, qui est quand même de 12 559 €. Et ce n'est pas tout. Ces appels de cotisation proviennent aussi de plusieurs caisses RSI. En plus d'avoir des appels de cotisation avec des montants différents, j'ai des appels de cotisation de caisses différentes. C'est-à-dire qu'on est en Poitou-Charentes et on a des appels de cotisation du RSI Midi-Pyrénées. Donc voilà. Et c'est pas faute de leur avoir signalé, évidemment. On me dit qu'effectivement, il y a une erreur. Oui, l'île de Ré n'est pas en Midi-Pyrénées. Ne tenez pas compte des appels de cotisation. On va vous envoyer un nouveau formulaire, etc. On va faire le nécessaire. On rapatrie votre dossier. Ça, j'ai entendu des dizaines de fois. Et vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous payez quand même ou pas? Non, non. Je paye quoi et à qui? La seule suite qu'il y a eu, c'est quoi? Eh bien, c'est un papier jaune de l'huissier qui nous demande de venir solder à son étude la somme de 4 211,95 €. La voiture est saisie. Mathias était là ce jour-là. J'ai vu par la fenêtre partir la voiture et je suis partie dans ma chambre et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant un certain temps et aussi j'avais fait un cauchemar pendant la nuit et que je m'avais réveillée pendant la nuit. Alors du coup j'avais passé une sorte de nuit blanche. J'avais peur qu'ils reviennent. Alors du coup je me suis dit vaut mieux que je protège ma chambre. Alors du coup j'avais trouvé des trucs qui roulaient, des jouets, je les posais comme ça. Comme ça, s'il marchait, si il tombait, comme ça, je suis en sécurité. Leur petit garçon est traumatisé. Et pour leur commerce, qui était en redressement judiciaire à l'époque, la saisie de leur véhicule est fatale.
Ça nous a tué l'entreprise parce qu'on n'a pas pu aller ouvrir la boutique dans des conditions normales. On a ouvert moins, on n'a pas pu faire les livraisons, on a rentré moins d'argent. On était quand même dans une période où on était juste. Il ne fallait pas qu'on perde une seule journée de boulot. On en a perdu 1 mois. Les dysfonctionnements du RSI ont tué notre entreprise. Pour vous, c'est ça? Ah, pour moi, c'est ça. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont exactement dans notre situation. Le RSI nous a tués, c'est tout. C'est sûr. Des commerçants en détresse. J'en ai eu tous les jours au téléphone pendant mon infiltration au sein de l'entreprise sous-traitante du RSI. Merci. Oui, bonjour. Et je vais découvrir que le seul moyen pour un assuré de voir son dossier traité rapidement, c'est de crier son désespoir ou de menacer. Non, mais je comprends bien, madame. Parce qu'il est venu vous voir quand, l'huissier? Non, mais Cette femme est en pleurs. On lui réclame plusieurs milliers d'euros. Elle ne comprend pas pourquoi. D'accord. Je peux vous faire patienter quelques instants? J'appelle à l'aide un superviseur. Et là, c'est juste que j'avais une dame, je suis restée un peu longtemps avec elle, mais puisqu'elle était un peu désespérée. On lui demande de régler une somme, elle est à rien du tout. Enfin, elle a une retraite minuscule et puis un enfant handicapé. Enfin. Tu vois des gens désespérés, quelqu'un qui menace de suicider. Ouais. Je sais pas si vous avez parlé de la cellule fil rouge. Non. Donc en fait, les calendriers désespérés qui menacent de suicider, qui menacent de porter plainte au niveau du RSI, que tu vois complètement excédé. D'accord. Les prends cellule fil rouge. C'est une procédure qui fait que sous 48 heures, on arrange leur situation. D'accord. Moi, je m'occupe de ces cellules où je suis en liaison directe avec les gestionnaires de compte régionales. Ouais. Où effectivement, on leur remonte en urgence des informations pour que ce soit D'accord. Parce que c'est, voilà, dans l'administration, il y a de plus en plus de suicidaires. Ah oui. Les autres administrations, que ce soit le cadre, la sécurité sociale, ils sont en train de créer des cellules qui Parce qu'on s'est rendu compte, là, tu vois dans les infos, souvent le mec aux ACD qui s'est immolé, voilà. Et l'administration s'intéresse à ces gens pour éviter la mauvaise presse. Ouais, bien sûr. Au bout de 3 jours, j'en ai assez vu. Je démissionne. Cela n'étonne personne. Ici, nombreux sont ceux qui abandonnent dès la première semaine. 3 minutes 30 par appel, des réponses toutes faites. Tout est calculé pour engranger le maximum d'argent. Cette course au profit est bien loin de ce que l'on serait en droit d'attendre, du service public. Faire du bruit pour être entendu. Certains l'ont bien compris. Pascal, le peintre en bâtiment, et son groupe d'artisans et de commerçants qui avaient pris d'assaut leur caisse RSI se sont lancés dans une autre action d'envergure. Aller manifester devant le ministère de l'économie, à Paris. Ils espèrent que l'État entendra enfin leur détresse. J'espère juste que ça va être énorme, quoi. Après, c'est la surprise. On y arrive. On va voir. Et je pense qu'il va y avoir du monde, ouais. Franchement, c'est pas la pluie qui va nous arrêter, quoi, ça c'est clair. On a les jambes, on a la patate, et feu patate. Ils sont près d'1 millier de petits patrons à s'être déplacés de toute la France. Au milieu de la foule, on retrouve Amandine, la patronne de bar du Nord-Pas-de-Calais. La pluie, le vent, mais bon, quand il faut être là. Ouais. Dans le cortège, nombreux sont ceux à être désespérés. J'ai travaillé pendant 42 ans, j'ai cotisé et aujourd'hui je touche que ma retraite de base. Ça fait 1 an que je me bats pour toucher le reste de ma retraite. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça à cause d'un bug informatique. Leur tintamarre semble avoir eu de l'écho. 3 semaines plus tard, rendez-vous leur est donné dans l'un des hauts lieux de la République. Pascal et ses compagnons vont être entendus au Sénat. Une commission d'enquête vient d'être ouverte sur les dysfonctionnements du RSI. On l'a rêvé, alors maintenant, la victoire, ça sera quand on aura eu ce qu'on demande. On est prêt à travailler, nous, pour que la caisse fonctionne mieux. Pour que ça aille mieux, il y a des solutions, on va les donner aux sénateurs ce matin. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'audition. 3 mois plus tard, en juin dernier, les sénateurs Jean-Noël Cardou et Jean-Pierre Godefroy rendent leur rapport devant la presse. Et ce qu'ils révèlent fait froid dans le dos. Premièrement, ils confirment que le régime de sécu des indépendants a bien été réformé à la va-vite en 2008
par le gouvernement de l'époque. Cette réforme a avant tout été une opération d'affichage sans évaluation préalable et sans concertation avec les différents acteurs. La réforme dans son objectif était bonne, mais qu'elle a été faite trop vite, sans évaluation et sans contrôle a posteriori. Mais ce n'est pas tout. Les deux sénateurs affirment que la plupart des dysfonctionnements proviennent d'un partage des tâches entre le RSI et les URSSAF. Au lieu de confier tous les pouvoirs au RSI pour gérer les dossiers, l'État a laissé la collecte des cotisations aux URSSAF. Problème, au lieu de travailler main dans la main pour harmoniser leur système informatique, les deux patrons de l'époque, Pierre Ricordeau et Dominique Liger, se seraient livrés bataille pour imposer leur propre logiciel. Pire, une fois la réforme lancée, ils n'auraient pas coopéré. Pendant les 3 ou 4 premières années de la réforme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas parlé. Oui. Mais ils ne sont pas parlé. J'ai tenté de contacter les deux hommes, mais ils ont refusé de répondre à mes questions. Tous les deux ont quitté leur poste et ont été remplacés. Depuis, les choses se sont nettement améliorées, mais les sénateurs préconisent qu'il n'y ait plus qu'un seul patron. Nous sommes sceptiques sur l'efficacité d'une telle organisation à plus long terme. Il faudra à terme un seul pilote pour les caisses. Sinon, ils craignent que ce soit la fin du régime de sécurité sociale des indépendants. On peut dire que si le pronostic vital n'est plus engagé, toute rechute pourrait être mortelle, quoi. Malgré le rapport des sénateurs, rien n'a changé. Le RSI et les URSSAF se partagent toujours le pouvoir. Leurs dirigeants assurent même que désormais, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y aurait plus aucun dysfonctionnement. Pourtant, Amandine, la patronne de bar, a encore reçu il y a 3 mois la visite d'un huissier. On lui réclame cette fois près de 1 000 €. Elle espère que tout cela cessera bientôt. Mais quand? Le RSI n'est pas le seul organisme à être surveillé de près. En consultant les différents rapports d'enquête de la Cour des comptes, le gendarme de l'administration, je m'aperçois qu'il y a une institution dont la performance est très contestée. Certains demandent même depuis des années sa suppression. Pourtant, elle est toujours là. Cette institution, c'est le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Avec ses petites sœurs régionales, l'institution possède plus de 2500 conseillers partout en France. Et elle coûte près de 70 millions d'euros chaque année. Pourquoi faire? Rédiger des rapports censés éclairer nos politiques sur des sujets de société. Cela va du logement des jeunes à la transition énergétique, en passant par l'économie solidaire. Et parfois, il y en a de plus anecdotiques, comme celui-ci. Réinventer la chasse pour le XXIe siècle. Tous ces rapports valent-ils la peine que la France dépense 70 millions d'euros chaque année? C'est ce que j'ai voulu vérifier. Le Conseil économique et social de Lorraine a accepté de m'ouvrir ses portes. Rendez-vous est donné à 8 h du matin en gare de Metz. Impeccable. On sera au Luxembourg vers 9h45. Je vais suivre ce groupe de travail qui part au Luxembourg. On va aller de l'autre côté. Ces 8 conseillers vont vérifier que le réseau ferré luxembourgeois est bien capable d'accueillir les frontaliers lorrains, toujours plus nombreux. Ils devront rendre un rapport dans quelques mois. Si on vient là, c'est une vocation, on est au service des Lorrains et des Lorraines. C'est très important. Donc voilà, notre travail consiste à faire des auditions. On a déjà auditionné la SNCF. On auditionne aussi les associations de défense des usagers. On fait des sorties terrain comme aujourd'hui pour voir un peu ce qui avance. Après, nous, on écrit, on regarde un peu ce que nous, on a constaté d'après les auditions, ce qui convient de faire ou pas faire. Quand il n'est pas au Conseil économique et social, Jean-Claude Thomas est cheminot. Mais la plupart des membres du groupe n'ont rien à voir avec les trains. Ils sont chefs d'entreprise, retraités ou militants associatifs. Le Conseil économique et social leur verse 850 € d'indemnité pour une dizaine de jours de travail par mois.
Monsieur Maire, bonjour, enchanté. Donc Jean-Claude Thomas. Bienvenue à Luxembourg. Eh bien, merci beaucoup. Ils sont accueillis par le directeur de la communication du réseau ferré luxembourgeois. Oui. C'est une équipe restreinte commando. Très bien. Et on va parler du TER, modèle économique. Si vous voulez bien nous suivre, mes chers collègues. C'est parti pour une demi-journée de visite. Monsieur Maire, la gare a été refaite, là, combien de temps à peu près 2 ans. La gare a été agrandie. Ils le noteront dans leur rapport. Et on avoue que c'est pas très facile pour quelqu'un. Donc là, vous avez couvert tout le long alors. Hein. Tout le long pour arriver jusqu'à la verrière. Tout ça fait partie des nouveautés de 2012. Donc les taxis là, vous avez aussi ceux qui attendent le bus et tout ça. Ouais. Et donc la nouvelle ligne, pour bien comprendre, vous aurez vous aurez 2 sens de circulation. Oui. Le point d'orgue de la visite, une idée qu'ils trouvent révolutionnaire, c'est le ticket journée. Le ticket, 24 heures. Donc pendant toute une journée, si vous payez 4 € pour celui-là, et pendant toute une journée, vous pouvez rouler, circuler où que vous voulez. Ça, c'est quelque chose qu'on va retenir, c'est important. Qu'on peut s'inspirer aussi, qu'on peut essayer de la ramener en Lorraine. Il y a moyen de pouvoir faire quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant. Là encore, c'est une info qu'ils mettront dans leur rapport. Mais fallait-il être 8 pour découvrir cette innovation, qui d'ailleurs existe déjà en France? Merci beaucoup, c'était très très intéressant, enrichissant. Et je pense qu'on va pouvoir encore enrichir notre rapport par rapport à des choses que vous avez pu nous apporter. Dans quelques mois, ils rendront leurs conclusions au président du Conseil régional de Lorraine. Un rapport de plus, qui finira au fond d'un placard, selon Jean-Louis Masson, sénateur sans étiquette. Vous n'avez jamais eu besoin des avis ou des recommandations du CESE de Lorraine? J'ai été vice-président du Conseil régional. Je peux vous dire que les pseudo-rapports rédigés par des fonctionnaires du Conseil économique et social, eh bien, les pseudo-rapports n'étaient pas lus par 90 ou 99% des conseillers régionaux. Ça n'a aucun intérêt. On sait déjà à l'avance ce qu'ils vont dire. Et quelqu'un qui réfléchit sur les mouches qui volent ou sur les lapins blancs, ça sert strictement à rien. Il coûte de l'argent, mais il n'y a aucune décision prise suite à l'avis du CESE sur quoi que ce soit. Imaginez que demain on le supprime, on ne le verrait même pas. Jean-Louis Masson ne rigole pas. Il a déposé une proposition de loi visant à supprimer cette institution. À Paris, un homme fait pourtant tout pour démontrer son utilité. C'est Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique et social national, installé dans l'un des plus beaux palais de la République, le palais d'Iéna. Jean-Paul Delevoye se sait menacé, notamment par des parlementaires. Et justement, ce jour-là, il accueille une de leurs délégations. Non, monsieur Rouet. Une délégation du Sénat, d'agents du Sénat. Voilà. Alors, ils sont là pour voir comment fonctionne l'institution. Et cela tombe bien qu'ils soient venus ce jour-là. Jean-Paul Delevoye accueille une hôte de marque. Bonjour madame, attendez, je vais descendre de... Ah ben voilà. Il s'agit de la ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay. Un bon coup pour Jean-Paul Delevoye, qui montre ainsi que cette assemblée n'est pas désertée par l'État. Depuis son arrivée à sa tête en 2010, il multiplie les opérations séduction. Comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Merci, c'est gentil à vous, merci. Comment ça va? Bonjour madame, ça va bien? Monsieur le Président. Comment ça va? Toutes mes félicitations. Là, on va se battre pour l'identité de la maison, etc. etc. Comment tu vas? Il est d'autant peu fier que la ministre leur a demandé de plancher sur un futur projet de loi qu'elle compte faire passer sur la dépendance des personnes âgées. La première proposition du CESE, elle souhaite que l'État joue son rôle et impulse un nouveau cap pour changer notre regard sur le vieillissement. Au siège national, ils sont 233 conseillers. Salariés, patrons, étudiants ou militants associatifs, ils sont censés représenter l'ensemble de la société. Comme par exemple, Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux. Le gouvernement désigne aussi certains membres, comme ici, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Raymond Soubi, ou encore la championne du monde d'escrime Laura Flessel. Selon le sénateur Jean-Louis Masson, la plupart des conseillers ont été nommés par copinage.
C'est plutôt un endroit où on recasse des députés battus, on fait plaisir à telle ou telle personne à laquelle on veut rendre service, où on nomme parfois des syndicalistes ou des dirigeants du patronat qui sont sur une fin de carrière. C'est, je dirais, une petite fin de carrière pour les occuper. Mais surtout, de quoi augmenter leurs revenus. À Paris, les conseillers touchent 3 800 € d'indemnité chaque mois pour seulement 2 jours de présence par semaine, 4 fois plus qu'en région. Mais ils ne sont pas tous très assidus. Ce jour-là, un tiers des membres manquent à l'appel. Et ceux qui sont là ne sont pas très attentifs. Certains piquent même du nez. C'est un moment très important. Alors, 3 800 € par mois, est-ce bien justifié ? Certains peuvent penser que justement c'est une indemnité un peu élevée. Vous comprenez que ça puisse... Bien sûr, mais on peut toujours avoir ce débat sur est-ce qu'elle est trop élevée, est-ce qu'elle est trop faible, etc. La vraie question, c'est est-ce que c'est justifié ? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous trouvez qu'elle est justifiée ? En réalité, je trouve que si vous voulez, la richesse de cette rencontre, c'est rare, voire le seul endroit de la République où des hommes et des femmes d'intérêts différents peuvent ici partager, échanger et construire. Donc c'est des contributions qui ne sont pas mesurables dans les effets. C'est pas mesurable. Pourtant, même à l'intérieur du Conseil économique et social, certains doutent de l'utilité d'une telle institution. Jean-François Bernardin a été conseiller pendant près de 8 ans. Il a participé à la rédaction de nombreux rapports. Désabusé, il a démissionné en février 2013. Il en avait marre que personne ne s'intéresse à ses publications. Le but, c'est quand même d'être entendu. Quand on réunit 233 personnes censées être assez qualifiées, plutôt représentatives, qui se donnent du mal en moyenne et que leur travail n'est pas entendu, ça nécessite de se reposer des questions. Vous avez souvenir d'un avis qui a particulièrement pesé dans le débat public ? Non, je ne me rappelle pas, mais vous non plus. Et vous-même non plus, qui avez travaillé sur ces sujets ? Non, je ne me rappelle pas. Moi, quand j'ai quitté ma section, on était sur le point de faire un rapport sur la musique à la portée de tous. Bon, depuis 10 ans, depuis 20 ans, en quoi le CESE a-t-il pesé sur le destin de la France ? Pour le président du Conseil économique et social, Jean-Paul Delevoye, ces rapports sont pourtant loin d'être inutiles. L'un d'eux a même contribué à une grande avancée sociale. Donc ça, c'est des avis qui ont marqué un petit peu, qu'on fait date. Est-ce qu'il y a eu des suites ? Est-ce qu'on peut nous montrer un petit peu ? Celui qui a fait le plus date, c'est celui-ci. C'est l'avis du père Rezinski. Et c'était une interpellation forte pour changer le regard sur la pauvreté. Effectivement, ce rapport a permis, entre autres, de créer le RMI, le revenu minimum d'insertion. Ça a été vraiment très fondateur de la pensée du CESE sur la pauvreté et sur la précarité. C'était en quelle année ? Alors, 87. C'était donc il y a presque 30 ans. Les rapports suivants ont-ils eu une suite ? On a fait une étude pour voir quel était l'impact de nos avis. C'est ça l'important. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Bon. Et nous avons à peu près 33% de nos propositions qui ont été suivies soit par des questions écrites, soit par des questions orales, soit se retrouver dans des textes législatifs ou des textes de loi. De son côté, la Cour des comptes a enquêté sur les performances de cette institution. Et elle trouve d'autres chiffres, beaucoup moins avantageux. Selon elle, en 2011, seulement 4 propositions du Conseil économique et social, sur plus de 250 émises cette année-là, ont été reprises dans des textes de loi. En plus du sénateur Masson, plusieurs députés ont également déposé une proposition de loi visant à supprimer le Conseil économique et social. J'ai voulu savoir comment enquêtaient les magistrats de la Cour des comptes. Cette institution, normalement très secrète, a accepté de m'ouvrir ses portes. C'est exceptionnel. Les hommes et les femmes qui travaillent ici préfèrent plutôt rester dans l'ombre. Créée en 1807 par Napoléon, l'institution a pour mission de veiller à la bonne gestion de l'argent public.
Elle traque en permanence les gaspillages, les abus, les dysfonctionnements de l'administration. Et ses rapports font souvent du bruit. Comme les révélations sur les pratiques abusives des opticiens, accusés de creuser le trou de la Sécu. Ou encore, la dénonciation de la mauvaise gestion des enseignants. La France serait une mauvaise élève en matière de gestion d'argent public, selon Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. En France, on dépense plutôt plus qu'ailleurs pour des résultats qui peuvent être moins bons qu'ailleurs. Bon, donc c'est un vrai sujet. Quels sont les pouvoirs de la Cour des comptes? Comment enquêtent ses membres? Veuillez lever la main droite. Pendant plusieurs jours, j'ai suivi une magistrate dans ses enquêtes. Elle m'a ouvert ses dossiers top secrets. Marianne Mussidi, 29 ans, est l'une des plus jeunes magistrates de la Cour des comptes. Accompagnée d'une assistante, elle va passer au crible la comptabilité de ce théâtre national, financé quasiment entièrement par l'État. Bonjour monsieur. Elle est accueillie par l'administrateur du théâtre. Sous son air sympathique, Marianne attaque directement dans le dur. Donc l'objet de cet entretien, c'est d'abord de faire un état des lieux des premières vagues de réponses que vous nous avez envoyées. Premier problème, l'administrateur n'a pas répondu à toutes ces questions par mail. On a constaté 4 questions manquantes, enfin réponses manquantes. Donc les bilans sociaux pour les années 2010 à 2013, non. Donc si... D'accord. Vous les aviez eus, pardon. Non, on les a pas eus. Donc oui, Et elle est très pressée. On envisage un dépôt du rapport fin septembre, début octobre. Donc c'est bien aussi d'avoir des rendez-vous assez rapidement. Alors, secrétaire général, c'est possible. Le DRH, c'est possible. Responsable de la programmation, il est vraiment à Avignon tout le mois. Ça va être compliqué. D'accord, bon, on peut le faire en début septembre. Elle veut entendre tous les responsables du théâtre. Mais pas seulement. Elle va aussi contrôler tous les contrats pour vérifier qu'ils ont bien été attribués dans les règles de l'art. Oui. Ça, je vous le donne tout de suite. Et accords collectifs. Pour les marchés, donc dans la liste que vous nous aviez donnée, on en avait une trentaine. Donc nous, on viendrait sur place pour les contrôler. On aurait besoin de 3 jours environ, si on est 3. Les magistrats de la Cour des comptes, comme Marianne, ne sont pas seulement là pour sanctionner. La jeune femme aide aussi le théâtre à améliorer sa gestion et à trouver de l'argent ailleurs, pour ne pas dépendre uniquement des subventions de l'État. Comment faire en sorte, effectivement, qu'avec des subventions dont on sait à peu près que dans les années futures, ça ne va pas vraiment aller en augmentant, comment on peut continuer à développer notre activité, la maintenir, faire entrer des mécènes, des sponsors qui nous accompagnent sur l'activité, ce qui est un peu nouveau pour des établissements comme les théâtres nationaux, un peu sous perfusion permanente de l'État. La suite du contrôle est confidentielle. Nous sommes priés de sortir. L'enquête de Marianne ne fait que commencer. Elle va durer plusieurs mois. La jeune femme n'a pas le temps de chômer. Elle gère plusieurs dossiers en même temps, dont un explosif. Elle a épinglé le budget pharaonique d'un grand musée national, dont nous devons taire le nom. Des dizaines de millions d'euros auraient été gaspillés. Mais ce dossier sensible, comme tous les autres, Marianne ne le gère pas seule. C'est l'une des particularités de la Cour des comptes. Ah, Marianne. Tout au long de son enquête, la jeune femme est épaulée par des magistrats plus expérimentés. Musée de France, le service des musées de France. Dans leurs observations, ils soulèvent un premier problème au moment de la création du musée. De l'établissement, donc l'absence d'anticipation du coût d'entretien et de maintenance. Et donc on avait mis en avant dans la note le coût, 23 millions d'euros pour le transfert des collections. Un montant démesuré selon eux. D'autant plus que le musée aurait embauché plus de personnel que nécessaire. Le service des musées de France a prétendu que les personnels en question étaient tous occupés à 100% de leur temps. Non, il y avait plus de 40 personnes qui étaient maintenues à la surveillance du musée alors que le musée était fermé. L'exemple quasi typique d'une gestion défaillante d'un projet et de sa conduite. Il faut quand même qu'on dise aux contribuables que la mariée est certes très très belle,
Simplement, il faut quand même mesurer qu'elle risque de coûter cher à la collectivité publique, et ce, pendant des années. Ça ne va pas forcément être apprécié par un certain nombre d'acteurs du système, mais en tout cas... Comme la plupart des magistrats de la Cour des comptes, Marianne a suivi un parcours exemplaire. Normal Sup, Sciences Po et l'ENA. Une formation solide pour pouvoir s'attaquer aux sujets les plus complexes. La jeune femme est fière de son métier. Elle sait que ses enquêtes contribuent à assainir les finances de l'État. Je pense que c'est assez sain dans une démocratie d'avoir une institution qui soit indépendante de l'exécutif comme du législatif et qui puisse analyser la façon dont sont utilisés les fonds publics. En 2013, la Cour des comptes a publié une 60aine de rapports. Selon son premier président, les administrations visées ont vite rectifié le tir. Le fait même que la Cour commence un contrôle peut enclencher déjà des améliorations de la part de l'administration. C'est inégal, bien sûr, selon les sujets. Lorsque la Cour recommande de redresser les comptes publics, c'est vrai que ça ne se fait pas en un an et que chaque année, il est nécessaire pour nous de faire les piqûres de rappel. Le gouvernement actuel a déjà lancé des chantiers ambitieux. Simplifier les réglementations, améliorer le service public et limiter les dépenses. Mais il faudra sans doute de nombreuses années encore pour réformer la France et faire bouger son administration.